Alors bonjour à tous, aujourd'hui on va corriger les exercices de la fiche méthode sur les espaces probabilisés. Alors on commence tout de suite avec le premier. On nous donne une suite qui est définie de cette façon-là, a fois 2 puissance n sur 3 puissance n, et on veut la valeur du réel a telle que, en vérité, lorsque l'on pose p de n égale pn, on obtient une loi de probabilité. Alors je vous rappelle qu'il y a deux choses à vérifier. On a vu en cours que pour que cette égalité définisse une loi de probabilité, pour que l'application P définisse une loi de probabilité, il faut deux choses sur la suite Pn, qu'elle soit positive pour tout n, et qu'en plus la somme des Pn fasse 1. C'est ces deux conditions qui vont nous permettre de trouver la valeur de A. Ok ? Alors, on y va. Déjà, peut-être que je vais réduire à 5. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que on doit avoir petit a positif. Pourquoi ? Parce que Pn doit être supérieur ou égal à 0 pour tout n. Donc il faut que la constante ici soit positive, parce que le deuxième morceau est positif. Donc la première condition qu'on impose sur A, c'est que A doit être positif. Ensuite, on va remarquer que pour tout n, 2 puissance n sur 3 puissance n, ça fait 2 tiers puissance n. Donc, je voulais que la somme des Pn fasse 1. Alors je l'écris. Et je vais trouver la condition sur A. Somme des Pn est égale à 1. Si et seulement si, ça me fait quoi ? Alors ça me fait somme des A fois 2 tiers puissance n est égal à 1. Le A, je peux le sortir de la somme étant donné qu'il ne dépend pas de n. Donc ça me fait A fois la somme des 2 tiers puissance n est égale à 1. Vous remarquez que cette somme est en vérité une somme géométrique et elle est convergente parce que ce qu'il y a à l'intérieur de la puissance, c'est 2 tiers et 2 tiers est bien plus petit que 1 en valeur absolue. Donc on écrit. Là on va écrire que ce qu'il y a dans la puissance est compris entre moins 1 et 1 strictement, donc c'est une série géométrique convergente. Et on connaît en plus la valeur de cette somme, c'est 1 sur 1 moins 2 tiers. Et donc ça nous fait A fois 3. Et donc petit a est égal à 1 tiers. Donc on a trouvé la valeur de A telle que l'application P définit une probabilité. Ensuite, je veux les probabilités des événements. Alors, il ne faut pas se perdre. Un événement, c'est un ensemble. Voilà, c'est tout. Un événement, c'est un ensemble. Alors, en l'occurrence, dans le premier cas, on a un ensemble avec deux chiffres. Le chiffre 2 et le chiffre 5. Alors, là, ce qu'on veut, c'est calculer la probabilité d'avoir A. Alors, en m'aidant de... alors peut-être je conclus, excusez-moi, je n'ai pas conclu. La loi de probabilité elle est donc donnée par une formule, et la formule c'est pour tout n, la probabilité d'avoir le singleton n, eh bien c'est A fois 2 puissance n sur 3 puissance n, mais on a trouvé la valeur de A, donc c'est 1 tiers fois 2 tiers puissance n.
Voilà. Maintenant, je veux calculer P de A. Alors, si A est égal à... c'était quoi? C'était l'ensemble de 5. Comment je fais pour calculer la probabilité d'avoir l'événement A? Ben, c'est très simple. C'est la somme des P de N avec N appartenant à A. Quelles sont les valeurs possibles pour A? Bah, j'ai 2 et j'ai 5. Ok? Donc, et j'ai que 2 valeurs. Donc, c'est P de 2 plus P de 2 plus P de 5. En utilisant la formule, ça me fait donc 3 fois 2 tiers au carré plus 3 fois 2 tiers puissance 5. Et je l'avais fait tout à l'heure, et si on simplifie, même si le résultat en soi n'est pas si important, si on met au même dénominateur, ça fait 356 sur 729. Voilà, donc c'est la valeur de la probabilité de l'événement A. Alors ensuite, le deuxième, donc vous faites vraiment la même chose. Alors cette fois, vous devez calculer la probabilité de B. Alors B, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble avec des chiffres à l'intérieur. Le premier c'est 1, le deuxième c'est 2, 3. En fait, n étoiles, c'est simplement tous les entiers différents de 0. Donc, tout à l'heure, on n'avait que 2 chiffres, 2 et 5. Bah là, on en a une infinité, donc ça va nous donner une somme infinie. Okay? Alors, on l'écrit. Si B est égal à n étoiles, c'est-à-dire 1, 2, 3, etc., tous les entiers non nuls, alors, quelle est la probabilité d'avoir B? Eh bien, c'est la somme de tous les entiers non nuls, donc n égale 1 à plus l'infini, de... Alors, si vraiment on veut tout détailler, P de B, par définition, c'est la somme pour n appartenant à B de P de n. Mais B, c'est tous les entiers non nuls. Donc là, en fait, ça me fait une somme infinie. J'utilise la formule. Alors c'était quoi? C'était A, 1 tiers, fois 2 tiers puissance n. 1 tiers ne dépend pas de n, je le sors de la somme. Donc 2 tiers puissance n. On reconnaît évidemment une série géométrique. Alors il ne faut pas oublier que la somme pour n égale à n0 à plus l'infini de q puissance n, à condition que q, peu importe, en fait q ça peut être un nombre complexe, mais il faut absolument que son module soit plus petit que 1 strictement. Et bien si j'ai cette condition, alors la série qu'il y a à gauche est une série convergente, et en plus je sais la calculer. C'est q puissance n0 sur 1 moins q. C'est exactement ce qu'on va faire ici. Ici, q, c'est 2 tiers. C'est bien compris entre moins 1 et 1. Et notre n0, ici, c'est 1. n0 est égal à 1. Okay? Donc, on calcule très facilement cette somme. Alors, ça va me faire 1 tiers multiplié par 2 tiers divisé par 1 moins 2 tiers. Alors on simplifie un petit peu, fois 1 tiers, donc 2 fois 1 tiers, donc 2 tiers. Donc là c'est la valeur de P de B. Après on aurait pu faire autre chose, hein. En fait je suis en train de on aurait pu dire ça.
la probabilité d'avoir B, c'est 1 moins la probabilité d'avoir B bar, c'est-à-dire le complémentaire de B. Le complémentaire de B, B c'est quoi? C'est tous les entiers non nuls. Donc le complémentaire de B, c'est simplement le singleton 0. Et donc ça aurait fait 1 moins P du singleton 0. Et donc ça aurait fait 1 moins 1 tiers fois 2 tiers puissance 0, c'est-à-dire 1 moins 1 tiers, c'est-à-dire 2 tiers, ce qui est quand même beaucoup plus rapide comme rédaction, mais au moins, dans la méthode d'avant, ça vous force à retrouver la formule qui permet de calculer une série géométrique. Bref, on aurait pu faire de cette façon. Hop. Alors. Ensuite, on prend tous les entiers qui sont plus grands que 6. Alors, ça ne change pas grand-chose, hein, c'est vraiment la même chose. Alors, la probabilité de C, toujours une somme infinie, cette fois elle commence à partir de 6. Donc, 1 tiers fois 2 tiers puissance n. 1 tiers, je le mets devant. J'utilise la formule qu'on a dit tout à l'heure. Ici, n0 vaut 6. Donc, ça fait 2 tiers puissance 6 divisé par 1 moins 2 tiers. Et je l'avais aussi fait tout à l'heure, ça fait 128 sur 729. Alors j'attire votre attention sur le fait que le plus important dans toute cette histoire, c'est savoir calculer des séries géométriques. Lorsque la valeur à l'intérieur de la puissance n est bien plus petite que 1 en module. Et il faut absolument connaître la formule. Donc vous voyez ici, c'est crucial de savoir que si vous commencez à 6, et ben ici, il y aura une puissance 6. Si vous commencez à 0, et ben le numérateur est égal à 1. Alors ensuite, l'ensemble D constitué des multiples de 3. Les multiples de 3. Donc, l'ensemble D est en fait, il s'écrit sous la forme 3n, avec n appartenant à n étoile, enfin à grand N. Donc, la probabilité d'avoir D, c'est... Alors, on y va tranquille. J'écris d'abord la définition. La probabilité d'avoir D, c'est la somme, pour n appartenant à D, des probabilités de petit n. Ensuite, il faut réussir à comprendre quel est cet ensemble. C'est tous les multiples de 3. C'est tous les nombres qui s'écrivent sous la forme 3 fois quelque chose. Donc, le premier, c'est 0. Le deuxième, c'est 3. Le deuxième, c'est 6, 9, 12, etc. Donc, si vous voulez, ici, vous avez P de 0, plus P de 3, plus P de 6, etc. Réécrivons-le d'une façon un petit peu différente. Alors, je vais le réécrire sous la forme n allant de 0 à plus l'infini des P de 3n. Alors si vous remarquez, je l'ai écrit sous cette forme-là, mais c'est exactement la même chose que j'ai écrit tout à l'heure. C'est bien, cette somme vaut bien P de 0 plus P de 3 plus P de 6, etc. Alors, je l'écris, donc ça fait quoi? Ça fait 1 tiers fois 2 tiers puissance 3n. Ce qui nous fait... ouais, bon, on va le laisser comme ça ne sert pas forcément à grand chose de plus le développer. Alors non, pardon, là c'est une somme. Voilà. Donc 2 tiers puissance 3n. Ensuite, cette somme, c'était encore une fois une série géométrique. Hein. Puisqu'on peut l'écrire sous cette forme-là.
Et donc, ça va faire 1 tiers fois 1 divisé par 1 moins 2 tiers puissance 3. Voilà, alors on pourrait le simplifier comme j'ai fait tout à l'heure. Bon, lui, je ne l'avais pas fait avant. Essayez de simplifiez-le, mais le plus important, c'est il y a 2 étapes cruciales, c'est celle-ci et celle-ci. Réussir à écrire cette somme sous la forme d'une somme infinie que l'on sait calculer avec des séries géométriques. Et ensuite, l'autre étape consiste à dire que la puissance 3, je la mets à l'intérieur. Et donc, je reconnais bien une série géométrique de raison 2 tiers puissance 3, qui est bien plus petit que 1 module. Ce qui conclut le premier exemple. Alors, le deuxième exemple, cette page, on va la supprimer. Alors, là, je ne vais pas relire l'énoncé avec vous. Je suppose que vous l'avez déjà lu, ou au pire, mettez pause et prenez le temps de bien lire l'énoncé. Je vais directement répondre aux questions. Alors, peut-être avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est on va noter VK. VK, ça va être l'événement. On obtient la boule verte au quatrième tirage. Puisqu'en vérité, on se rend compte que on va réussir. Le but, c'est d'essayer d'exprimer les événements AN, BN et CN en fonction d'autres événements faciles à calculer. Les autres événements faciles à calculer, c'est ceux que je suis en train d'écrire justement. Donc là, il y a VK. Et il y a des boules vertes. Ah, je me suis trompé. Je pensais... Non, ça marche pas. Il y a des boules vertes qui apparaissent. Et il y a aussi des boules rouges. Donc notons RK. On obtient cet événement-là. On obtient la boule rouge au quatrième tirage. Alors, ce qu'on nous demande de calculer, c'est d'abord la probabilité d'avoir AN. Alors AN, qu'est-ce que c'est ? C'est l'événement, on obtient la boule rouge au nème tirage. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on n'a pas obtenu la boule rouge au début. Donc obtenir la boule rouge au nème tirage veut dire qu'au premier tirage, on obtient la boule verte. Au deuxième, on obtient la boule verte. C'est-à-dire que premier tirage, vous obtenez la boule verte. Deuxième tirage, vous obtenez la boule verte. Troisième aussi, etc. Et au n-1e tirage, aussi la boule verte. Par contre, au dernier, vous obtenez la boule rouge. Et on veut obtenir la probabilité de cet événement. Alors, c'est là que mes événements que je viens de poser portent leur intérêt, parce que ici, pour obtenir la boule verte au premier tirage, c'est V1, c'est l'événement V1. Ensuite, pour obtenir la boule verte au deuxième tirage, c'est l'événement V2, etc. Et juste à la fin, j'ai quoi ? J'ai Vn-1 et j'ai Rn. Rn, c'est j'obtiens la boule rouge au nème tirage. Alors, vous voyez, ici, le gros avantage des événements VK et RK, c'est qu'on calcule très facilement leur probabilité, tout simplement parce que on part avec une urne où il y a 2 boules vertes et une boule rouge. Donc, typiquement, pour calculer la probabilité de VK, c'est très facile. C'est le nombre de boules vertes divisé par le nombre de boules totales, donc 2 tiers. On va commencer par écrire les probabilités de VK et RK, et ensuite, on va écrire chacun des événements en fonction des événements VK et RK. Et on va utiliser des propriétés d'indépendance qui vont nous permettre de calculer facilement ces probabilités. Alors,
La probabilité de VK, obtenir une boule verte. Et bien, obtenir une boule verte, combien il y a de boules vertes dans l'urne? Il y en a 2. Et combien il y a de boules au total? Il y en a 3. 2 tiers. La probabilité de RK, il n'y a qu'une boule rouge sur les 3, donc 1 tiers. Et ça, c'est vrai pour tout cas appartenant à une étoile. Voilà. Alors, on va commencer à écrire notre événement AN, je l'ai dit, comme en fonction des événements VK et RK. Alors, au début, il nous faut une boule verte, donc V1. Ensuite, j'obtiens une boule verte aussi. Cette intersection, il faut le voir comme un « et », d'accord ? Les unions, on les voit comme des « ou », donc il faut essayer de comprendre déjà ça, ce que ça veut dire en français. Ça veut dire j'obtiens la boule verte au premier tirage et j'obtiens la boule verte au deuxième tirage. Et le « et » en français est traduit par une intersection en langage mathématique. Ensuite, j'obtiens au troisième tirage la boule verte aussi. Et tout ça, etc. jusqu'à le n-1e tirage, j'obtiens aussi la boule verte. Par contre, le dernier, je veux la boule rouge. Alors, ensuite, par indépendance, mutuelle des événements, tous les événements que j'ai écrits ici sont mutuellement indépendants. Donc, je peux calculer très facilement la probabilité de AN, puisque à partir de ce moment-là, on sait que la probabilité d'une intersection, c'est le produit des probabilités. Donc, ça va faire quoi? Ça va faire le produit pour k égale à 1 à n-1 de la probabilité des VK fois la probabilité de Rn. La probabilité de VK, je la connais, c'est 2 tiers. Donc, cette somme, qu'est-ce que c'est? Lui, la probabilité de VK, c'est 2 tiers. Donc, en fait, ce produit, c'est quoi? C'est 2 tiers, fois 2 tiers, fois 2 tiers, etc. Et le produit, on le fait n-1 fois. Donc, c'est 2 tiers que l'on multiplie par lui-même n-1 fois. Donc, ça fait 2 tiers puissance n-1. Et la probabilité de Rn, on avait dit que c'était 1 tiers. Voilà, donc j'ai obtenu la probabilité de AN. Alors, ensuite... alors, il faut calculer P de BN. Alors, BN, c'est quoi? C'est la probabilité de BN, c'est on obtient au moins une boule rouge au cours des n premiers tirages. Donc, au moins une. Alors, cet événement, en fait, je me rends compte qu'il est un petit peu plus dur à calculer que le dernier. Le dernier, c'est CN. C'est celui-là, c'est on obtient n boules vertes au cours des n premiers tirages. Cet événement CN est beaucoup plus facile à calculer, puisque, en fait, on n'obtient que des boules vertes. L'événement CN, c'est on n'obtient que des boules vertes au cours des n premiers tirages. Alors, je vais d'abord calculer la probabilité de CN. Donc, l'événement CN s'écrit sous la forme V1, intersecté avec V2, intersecté jusqu'à Vn, enfin Vn-1 intersecté avec Vn, puisque l'événement Cn, c'est j'obtiens que des boules vertes au cours des n premiers tirages. Donc au premier tirage, j'obtiens une boule verte, symbolisée par cet événement. Au deuxième tirage, j'obtiens une boule verte, etc. Maintenant, tous les événements sont mutuellement indépendants. Donc on écrit. Et par indépendance mutuelle des événements,
La probabilité de Cn, c'est donc le produit des probabilités de Vk. Et la probabilité de Vk, c'est 2 tiers. Donc c'est 2 tiers fois 2 tiers fois 2 tiers. Et ça, on le fait n fois, puisqu'il y a n termes dans le produit. Donc, on a calculé la probabilité de Cn. Et maintenant, on peut faire la probabilité de Bn. Puisque, en vérité, on se rend compte que l'événement Bn, c'est au moins une boule rouge. On en veut au moins une. Quand on a ce type d'événement, ce qu'on fait très souvent, c'est regarder l'événement contraire. Parce que l'événement contraire de au moins une, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est strictement plus petit que une. Et vu qu'on travaille qu'avec des entiers, donc c'est-à-dire des nombres entiers positifs, des nombres entiers 0, 1, 2, 3, 4, et ben être strictement plus petit que 1 veut dire être égal à 0. Donc l'événement contraire de Bn, c'est avoir 0 boule rouge. Et en fait, avoir 0 boule rouge au cours des n premiers tirages, ça correspond exactement à l'événement Cn. Donc, j'écris l'événement Bn, c'est le complémentaire de l'événement Cn. Donc, la probabilité de Bn, c'est 1 moins la probabilité de Cn, c'est-à-dire 1 moins 2 tiers puissance n. Voilà. Ensuite, question 2. On va exprimer E à l'aide des événements AN. Alors E, c'est quoi ? L'événement E, c'est on obtient au moins une boule rouge. Alors, on obtient au moins une boule rouge. Alors, obtenir au moins une boule rouge, la question c'est, on l'obtient quand ? Quand est-ce qu'on l'obtient ? Est-ce qu'on l'obtient ? Donc, si on obtient au moins une boule rouge, soit on l'obtient au premier tirage, soit on l'obtient au deuxième tirage, soit on l'obtient au troisième tirage, etc., etc. On a dit que en français, les ou étaient symbolisés par des unions. Et si on regarde bien l'événement AN, c'est on obtient la boule rouge au nème tirage. Donc, soit la boule rouge, je l'ai au premier tirage, ce qui correspond à l'événement A1. Alors, soit la boule rouge, je l'ai au premier tirage, ce qui correspond à l'événement A1, ou alors je l'ai au deuxième tirage, ce qui correspond à l'événement A2, ou au troisième, etc. Ce que je suis en train d'écrire en rouge, c'est l'événement grand E. L'événement grand E, c'est obtenir au moins une boule rouge. Donc la question que vous devez vous poser, c'est quand est-ce qu'elle apparaît ? Est-ce que c'est au premier tirage ? Est-ce que c'est au deuxième, etc. Donc ça peut être... on ne sait pas exactement quand ça tombe, donc on va dire soit c'est au premier tirage, soit c'est au deuxième, soit c'est au troisième. Donc ça va être une union d'événements AI. Alors je l'écris. L'événement E s'écrit l'union des AN. Donc c'est A1, union A2, union A3, etc. Sauf que des événements AN, j'en ai une infinité, parce que je fais potentiellement une infinité de tirages. Donc c'est une union qui est infinie, et on a vu la définition en cours. Donc c'est l'union des n égale à 1 plus l'infini de AN. Ensuite, les événements AN étant 2 à 2 incompatibles, on ne peut pas avoir l'événement A1 avec l'événement A2. Ok, c'est ça que ça veut dire, incompatible. Là, je l'ai fait avec A1 et A2, mais si vous en prenez deux quelconques, AI et AJ, avec I différent de J, ils ne peuvent pas se produire en même temps. C'est ça que ça veut dire 2 à 2 incompatible.
Et on aime bien avoir des événements qui sont 2 à 2 incompatibles, parce que dans ce cas-là, on sait que la probabilité d'une union, c'est la somme des probabilités. Okay, sauf que cette notion, on l'étend avec plus d'événements. C'est-à-dire que la probabilité d'une union infinie, c'est la somme infinie des P de AN. Alors je vous ai dit plein de fois qu'on n'écrit jamais une somme infinie tant qu'on n'a pas prouvé qu'elle existait. Le cours nous permet de dire que cette somme infinie, en fait, elle existe. Donc il faut... Quand on a des événements qui sont 2 à 2 incompatibles, cette série que j'ai écrite à droite converge, et en plus, l'égalité en rouge est vraie. Donc il n'y a pas de souci de convergence. Donc vu qu'on a des événements 2 à 2 incompatibles, ça nous fait quoi? Ça nous fait que la probabilité de E, c'est la probabilité de l'union. C'est donc la somme infinie des probabilités de AN. Alors P de N, on a dit que c'était 2 tiers puissance n-1 tout à l'heure. Alors maintenant, il faut calculer ça. Alors si vous êtes pas trop à l'aise avec ça, vous pouvez très bien le... Ah oui, il y a un tiers qui traîne aussi, pardon. Effectivement, c'est pas vraiment une série géométrique parce que... Enfin, c'est une série géométrique, mais vous pouvez vous dire à première vue, au départ, la puissance, c'est pas puissance n, c'est puissance n-1. Alors faut pas s'inquiéter du tout, il suffit juste de faire un petit changement de variable. Alors déjà, le 1 tiers, on va le sortir. Ce qu'il ne faut surtout pas ici, c'est appliquer la formule qu'on connaît avec les séries géométriques, alors que la puissance, c'est pas puissance n, c'est puissance n-1. Donc il faut à tout prix réécrire cette somme comme une somme de q puissance n pour n allant de n0 à plus l'infini. Ce que je viens d'écrire en rouge, ça vous savez très très bien le calculer, à condition que q soit plus petit que 1 en module, strictement. Mais donc, petit changement de variable ici. Au lieu d'avoir n-1, je vais faire un changement de variable. Donc, les changements de variable, vous pouvez les faire de tête. Vous n'êtes pas obligé de dire posons m égale... Comment on les fait de tête? C'est très simple. Ici, vous voulez avoir petit n et pas n-1, donc vous augmentez la puissance. Et ici, vous diminuez l'exposant n de 1. Donc ici, vous faites plus 1, et ici, vous faites moins 1. Qu'est-ce que ça va vous donner? Donc vous voyez, ça se fait de tête. Et bien ça va vous donner n égale 0 à plus l'infini de 2 tiers puissance n. Voilà, c'est comme ça qu'on les fait de tête. Alors ça marche aussi si on veut faire un changement de variable où on veut décaler l'indice de 2 ou de 3, on fait plus 3 et moins 3 dans les bornes. Mais si vous voulez le rédiger soigneusement, même si là, on ne va pas vous demander des détails non plus, faire un changement de variable aussi simple, il n'y a pas de souci, mais si vous voulez le faire, vous posez m égale n-1, et dans ce cas-là, ça c'est le changement de variable, d'accord? Alors, ça nous fait cette valeur-là, et donc ça on le calcule, ça fait 1 tiers fois 1 sur 1 moins 2 tiers. 1 moins 2 tiers, ça fait 1 tiers, je repasse le 1 tiers de l'autre côté, ça me fait 1. Alors ensuite, on montre aussi que en fait, E, il s'écrit aussi sous la forme l'union des Bn. Je vous laisserai le voir, sauf que là, les événements Bn ne sont pas 2 à 2 incompatibles. Par contre, les événements Bn forment une suite croissante d'événements. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors,
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça forme une suite croissante d'événements, puisque, en fait, pour tout n appartenant à n étoiles, Bn est inclus dans Bn plus 1. Pourquoi? Alors, regardons ça. L'événement Bn, où est-ce qu'il est? Il est là. On obtient au moins une boule rouge au cours des n premiers tirages. Alors est-ce que c'est... Donc, si on obtient... Si l'événement Bn est vrai, et ben, si on obtient au moins n boules rouges, au moins une boule rouge au cours des n premiers tirages, donc je suppose que l'événement est réalisé. Si Bn est réalisé, c'est-à-dire si j'obtiens effectivement une boule rouge au cours des n premiers tirages, alors au cours des n plus 1 premiers tirages, j'en obtiens aussi une, parce que je viens de dire que j'en obtiens une au cours des n premiers tirages, donc a fortiori, j'en obtiens une au cours des n plus 1 premiers. C'est relativement logique, hein. Là, je vais faire un petit dessin. Alors, on va commencer à 1. Si Bn est réalisé, ça veut dire que j'obtiens une boule rouge au cours des n premiers tirages. Ça veut dire que la boule rouge, par exemple, elle se situe ici, au cours des n premiers tirages. Attends, je vais supprimer ça. Donc, au cours des n premiers tirages, j'obtiens une boule rouge. Par exemple, la boule rouge, elle intervient au cours du 3e tirage. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'au cours des n plus 1 premiers tirages, j'obtiens une boule rouge? Oui, elle est ici. Donc, a fortiori, si la boule rouge que j'obtiens, elle appartient au n premier tirage, elle appartient aussi au n plus 1 premier tirage. C'est pour ça que l'événement Bn est inclus dans l'événement Bn plus 1. Et quand on a une suite croissante d'événements, alors la propriété de continuité croissante, ça c'est un théorème qu'on avait vu, si on a une suite croissante d'événements, alors je connais la probabilité de l'union, c'est simplement la limite des probabilités. Ça c'est parce qu'on a une union croissante d'événements. Mais P de Bn c'était quoi? C'était 1 moins 2 tiers puissance n. 2 tiers puissance n tend vers 0 parce que 2 tiers est compris entre moins 1 et 1 strictement, donc ça fait 1. Donc la probabilité de E, c'est la probabilité de l'union des Bn, et on vient de montrer que ça fait 1. Hop. Et là, maintenant, pour l'événement C, alors, l'événement, on va regarder le complémentaire de E. Alors, l'événement E bar est, quel est cet événement? Le contraire de E, c'est on n'obtient que des boules vertes. Donc, obtenir que des boules vertes veut dire qu'au premier tirage, j'obtiens une boule verte. Et au deuxième tirage, donc premier tirage, j'obtiens une boule verte. Et deuxième tirage, boule verte. Et troisième tirage, boule verte. Ça, c'est en français. En termes français. Maintenant,
si je l'écris en maths, ça veut dire quoi? Ça veut dire que au premier tirage, alors on va utiliser la suite CN, donc ça fait C1. Le et est symbolisé par des intersections, donc ça fait C1 inter C2 inter C3, etc. Et on prend tous les événements CN. Donc le complémentaire de E va s'écrire sous la forme d'une intersection infinie de Cn. Les événements alors les événements Cn forment une suite, cette fois décroissante d'événements. Parce qu'on remarque que pour tout n, Cn plus 1 est inclus dans Cn. Je vous laisse le vérifier, c'est comme avec les événements Bn pour la justification. Alors, dans ce cas-là, la propriété de continuité, donc là je suis en train de rappeler le théorème du cours, la propriété de continuité décroissante nous permet d'affirmer que la probabilité de l'intersection est la limite des probabilités de Cn. La probabilité de Cn, on l'avait calculée tout à l'heure. C'était 2 tiers puissance n. Ce qui fait 0. Donc, puisque moi à la base c'était la probabilité de E que je voulais, P de E, qu'est-ce que c'est? C'est 1 moins P de E bar. Mais P de E bar, c'est la probabilité de l'intersection des Cn. Parce que tout à l'heure j'ai dit que E bar, le complémentaire de E, se décomposait comme l'intersection des Cn. Et on vient de voir que ça fait 0, donc ça fait 1. Donc c'est logique, évidemment, j'obtiens le même résultat à chaque fois. Donc voilà, ce qu'il faut retenir, c'est pour calculer des événements qui peuvent être parfois difficiles, essayer d'exprimer ces événements en fonction d'autres événements beaucoup plus simples à calculer et bien justifier que on a des événements qui sont mutuellement indépendants ou on a une incompatibilité des événements et ça vous permet de simplifier vos calculs et il y aura souvent des séries géométriques qui vont intervenir, donc il faut évidemment connaître ces formules. Alors ensuite, exercice 3, alors... Donc il faut obtenir... mettez sur pause, le temps que vous ayez... pour que vous ayez le temps de lire l'énoncé. Je vais directement rentrer dans les calculs. Alors, je fixe un entier n dans une étoile. C'est un exercice très très classique et ça utilise quelque chose qu'on avait vu en cours, c'est les systèmes complets d'événements. Alors un système complet d'événements, c'est une famille d'événements qui recouvre toutes les éventualités. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vais essayer de donner un exemple. Par exemple, vous lancez un dé à 6 faces. Et vous lancez un dé à 6 faces et vous vous intéressez à l'événement E1, c'est obtenir 1. L'événement E2, c'est obtenir 2. L'événement E3, c'est obtenir 3, etc. Jusqu'à l'événement E6, c'est obtenir 6. Alors, on a recouvert toutes les possibilités. De toute façon, si je jette un dé, on est dans l'un des cas suivants. Soit j'obtiens 1, soit j'obtiens 2, soit j'obtiens 3, soit j'obtiens 4, soit j'obtiens 5, soit j'obtiens 6. Donc ce qu'on peut affirmer, c'est que E1, E2,
cette famille d'événements, c'est-à-dire c'est une famille où à l'intérieur il y a plusieurs événements, cette famille d'événements est un système complet d'événements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Eh bien, ça veut dire que système complet d'événements, je l'écris en abrégé, SCE, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire deux choses assez logiques. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir deux événements réalisés en même temps, c'est logique. On ne peut pas obtenir un en même temps et trois. Voilà. Quand je jette un dé, j'ai un seul chiffre, je ne peux pas en avoir deux en même temps. Donc, l'intersection des deux est toujours vide. Dès lors que je prends deux indices différents, ça c'est quelque chose de logique qu'on peut voir en vrai, hein. On n'obtient qu'un seul chiffre, on ne peut pas obtenir deux chiffres à la fois. Et en plus, je suis forcément dans l'un des cas suivants. C'est-à-dire que mon univers entier, c'est bien l'union des EI, pour I appartenant à 1 à 6. Voilà. C'est ça un système complet d'événements. Et il y a des systèmes complets d'événements qui sont très... il y en a un qui marche toujours. Celui qui marche toujours, c'est le fait de prendre un événement et son contraire. Par exemple, je sais pas, quelque chose de très concret, vous prenez l'événement il fait froid, ou plutôt non, il fait 20 degrés, et l'événement à barre, qu'est-ce que c'est ? C'est l'inverse, c'est il ne fait pas 20 degrés. On est d'accord que ces deux événements ne peuvent pas se produire en même temps. Hein, c'est soit il fait 20 degrés, soit il fait pas 20 degrés, soit il fait pas 20 degrés. Et en plus, ça recouvre toutes les possibilités. Voilà. Dans la vie de tous les jours, soit il fait 20 degrés, soit il fait pas 20 degrés. Et ben, c'est un système complet d'événements. A et A bar, c'est un système complet d'événements. Et peu importe l'événement. Là, je vous ai donné un événement A particulier, mais peu importe l'événement. Si vous prenez un événement et son contraire, c'est toujours un système complet d'événements. Alors ici, c'est ce qu'on va utiliser. Ici, le système EN bar, c'est-à-dire un événement et son contraire, est un système complet d'événements avec en plus je connais les probabilités, je sais que Pn d'après l'énoncé c'est la probabilité de EN et on va pas l'écrire comme ça, pardon. Je connais la probabilité, c'est P de N, c'est Pn. Et la probabilité de l'opposé, pas l'opposé du complémentaire, c'est donc 1 moins Pn. Donc on va utiliser la formule des probabilités totales. Lorsqu'on a un système complet d'événements, on utilise immédiatement la formule des probabilités totales. Alors, d'après la formule des probabilités totales, on va obtenir... Qu'est-ce que c'est Pn plus 1 à la base ? À la base, Pn plus 1, c'est la probabilité de En plus 1. Je vais utiliser mon système complet d'événements pour calculer cette probabilité. Alors, cette probabilité-là, comment je la calcule ? Je vais utiliser En et En bar. La formule des probabilités totales, ça va me faire probabilité de En plus 1 sachant En fois P de En plus probabilité de En plus 1 sachant En bar fois P de En bar. Alors c'est vrai que ça paraît plus compliqué, on se dit mais pourquoi on utilise cette formule, on a l'impression que c'est beaucoup plus compliqué. Pas du tout, parce que ces deux probabilités en rouge que j'entoure, on les connaît, c'est respectivement Pn et 1 moins Pn, et en plus, celles que j'entoure en verte, on les connaît aussi,
c'est l'énoncé qui nous le dit. Si vous regardez bien l'énoncé, la première c'est P, et la deuxième c'est 1 moins P. Et là c'est Pn, et là c'est 1 moins Pn. Et donc en vérité on connaît tout. Okay, alors je vais tout rassembler ensemble. Je pense que je vais factoriser par Pn. Alors, donc Ppn plus 1 moins P, 1 moins Pn, hein, c'est ce que ça fait. P fois Pn plus 1 moins P fois 1 moins Pn. Alors, des termes devant Pn, je vais en avoir ici P, et ici 1 moins, et ici P moins 1. Donc ça va me faire 2P moins 1 Pn, et le terme constant, c'est 1 moins P. Voilà, donc j'ai bien trouvé ma relation entre Pn plus 1 et Pn. Voilà. Ensuite, je crois qu'on nous demande de déterminer une expression de Pn en fonction de n. Alors, évidemment, c'est une question très classique. Alors, très souvent, vous n'aurez pas une suite arithmétique ou une suite géométrique. Vous voyez, là, c'est un mélange des deux. Alors, je rappelle très vite fait, vous avez 3 cas possibles. Enfin, vous en avez... il y en a 3 qui arrivent très souvent. Vous avez des suites... vous avez ce qu'on appelle des suites géométriques, c'est-à-dire que pour passer d'un terme à l'autre, il suffit de multiplier par une certaine constante Q. Et donc si, ça c'est la relation de récurrence vérifiée par les suites géométriques, si vous avez ça automatiquement, il n'y a pas de souci, vous connaissez l'expression de n en fonction de n, c'est premier terme fois Q puissance n pour tout n. Ou alors, vous avez, donc ça c'est suite géométrique, ou alors vous avez une suite arithmétique. C'est-à-dire que pour passer d'un terme à l'autre, vous additionnez une constante. Donc ça, c'est la relation de récurrence vérifiée par les suites arithmétiques. Et à ce moment-là, vous connaissez l'expression de un en fonction de n, c'est toujours pareil, c'est premier terme plus nr pour tout n. C'est très facile à voir, il suffit de faire une récurrence. À chaque fois, les formules que je suis en train d'écrire, c'est des formules que vous devez vérifier par récurrence. Vous voyez assez facilement que lorsque je remplace n par 0, c'est vérifié, et l'hérédité se vérifie aussi très facilement. Ça, c'est les suites arithmétiques. Après, il y a des suites qui sont un mélange des deux, c'est-à-dire qu'il y a une constante a, A fois un, mais c'est pas géométrique. Il y a aussi une constante b. Ça, c'est ce qu'on appelle des suites arithmético-géométriques. Et on sait comment faire pour déterminer son expression générale en fonction de n. Alors, c'est ce qu'on... Là, je vais le faire, donc je ne vais pas détailler ici. Et après, il y a plein d'autres suites. Hein. Il y a des suites qui sont dans aucun de ces 3 cas-là. Mais c'est les 3 grands cas. Nous, on va s'intéresser au dernier. Et on va essayer de voir en fait comment on peut déterminer cette expression. Alors, je vous rappelle quoi? Je vous rappelle que si un plus 1 c'est égal à un plus b, alors il faut évidemment que... Moi je vais prendre... alors attendez, je regarde juste quelque chose. Je pense qu'il faut prendre b différent de 0. Alors... b différent de 0. Alors, si vous avez ça, enfin même a et b, on va prendre a et b différent de 0.
non, A différent de 1 plutôt. Si vous avez ça, alors la première chose à faire, c'est de... vous allez rechercher... Vous allez rechercher une constante alpha, telle que alpha est égal à A fois alpha plus B. Alors là, c'est très facile. Ça vous fait le A alpha, je le mets de l'autre côté. Ça vous fait alpha, facteur de 1 moins A, est égal à B. Et donc, alpha, c'est B divisé par 1 moins A. B divisé par 1 moins A. Et deuxième étape. C'est l'étape importante, c'est poser, vous allez considérer une nouvelle suite. Étant donné que notre suite UN, elle n'est ni géométrique ni arithmétique, on ne connaît pas sa forme générale. Donc on recherche d'abord une constante alpha qui va vérifier cette condition. Donc la constante, vous l'avez trouvée, c'est B sur 1 moins A. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette constante ? On va considérer une nouvelle suite qui, elle, sera géométrique. Alors, cette nouvelle suite... ça sera Vn et on l'a défini comme étant Un moins alpha. Donc ça sera Un moins B sur 1 moins 1. Voilà. Et cette nouvelle suite, elle sera géométrique. Elle sera géométrique de raison. Alors la raison, il faudra la calculer, mais donc voici la démarche. Donc alors UN est géométrique et en fait sa raison c'est A. C'est ce qu'on va faire. Posons pour tout n Vn est égal à Pn moins alpha. Alors Vn la suite Vn est une suite géométrique de raison A, donc on connaît son expression générale. Alors par contre on commence à P1 une étoile donc Vn je peux l'écrire comme, donc on a dit quoi ? On a dit quand on a une suite géométrique c'est le premier terme multiplié par la raison. Alors la raison c'est petit a, mais dans mon cas le petit a c'est lui, ça c'est A, et ça c'est B. Okay, donc 2P moins 1. 2P moins 1. Là on serait très tenté de mettre N, mais il faut faire attention, ici, le premier terme, c'est V1, c'est pas V0. Si c'était V0, la puissance, ça serait effectivement N. Mais si vous avez d'une manière générale si vous avez un entier qui est plus grand que... Si par exemple les suites démarrent à l'entier N0, et ben votre suite Vn, elle s'écrit sous la forme... Donc là, en l'occurrence, le premier terme, ça serait Vn0. Et la puissance, dans votre suite géométrique, la raison, vous la mettez à la puissance n moins n0. Ça, c'est dans le cas où votre suite est définie à partir de n0. En général, les suites sont définies à partir du rang 1 ou du rang 0. Mais ça peut être défini à un rang plus loin. Hein. Donc, il ne faut pas se
on va s'inquiéter. De toute façon, vous allez vite vous en rendre compte, parce que si on met ça, par exemple, bon, bah ça, c'est clairement faux. C'est clairement faux, parce que si je prends n égale 1, qu'est-ce que j'ai à gauche? À gauche, j'ai V1. Et à droite, qu'est-ce que j'ai? J'ai V1 fois 2P moins 1. Donc on n'a pas l'égalité, bon, à part si P est égal à 1,5, mais là, on ne connaît pas du tout la valeur de P. Pour que cette formule, cette égalité soit vraie, c'est une puissance n-1 qu'il faut. Maintenant que j'ai l'expression de Vn, alors avec V1, V1 c'est quoi? C'est P1 moins 1,5. Alors, là c'est vrai que dans notre cas, c'est vrai que je vous ai pas dit, mais le alpha, dans notre cas, vous le déterminez et ça fait 1,5. Hein. C'est vrai que je vous l'ai pas dit. Il suffit de résoudre ça, d'accord? Dans votre cas, le petit a, c'est 2p moins 1. Et dans votre cas, le b, c'est 1 moins p. Donc dans cette égalité, vous trouvez facilement alpha, et alpha va être égal à 1,5. Donc le alpha est égal à 1,5. Ça fait P1 moins 1,5. P1 c'est 1. 1 moins 1,5, donc ça fait 1,5. Et donc pour tout n appartenant à une étoile, Pn, qu'est-ce que c'est? C'est Vn plus alpha. Alpha, vous le trouvez facilement, c'est 1,5. Et donc, ça va nous faire 1,5 multiplié par 2p moins 1 puissance n-1 plus alpha plus 1,5. Donc pour tout n appartenant à grand N, étoile, Pn, c'est, je peux factoriser par 1,5 si je le souhaite. Hein. Donc ça fait 2p moins 1 puissance n, moins 1, plus 1. Alors évidemment, dans ce genre d'exercice, on nous demande tout de suite la limite de la suite Pn. On veut des résultats asymptotiques, donc c'est très très courant. Alors ici, la constante P, elle est toujours comprise entre 0 et 1 strictement. Donc, puisque P appartient à 0, 1, alors qu'est-ce qu'on souhaite faire? On souhaite passer à la limite dans cette égalité. Les termes constants, je m'en fiche. Moi, c'est ce terme-là qui va m'intéresser. La question que je me pose, c'est quelle est sa limite? Je sais que quand j'ai un nombre puissance n, je connais sa limite dès lors que je connais un petit peu la valeur de Q. Alors, si Q est entre moins 1 et 1, c'est 0. Si Q est plus grand que 1, c'est plus l'infini. Et puis après, si Q égale à 1, c'est 1. Et si Q est égal à moins 1, c'est une limite qui n'existe pas. Donc, nous, de toute façon, on va s'intéresser à ce cas-là. Donc on va en vérité démontrer que ce qu'il y a à l'intérieur de la puissance est toujours plus petit que 1 en valeur absolue. Alors, 2p moins 1, la question c'est de savoir 2p moins 1 à quoi ça appartient. Eh bien, on vient d'écrire que P est entre 0 et 1, donc écrivons-le. P est entre 0 et 1, je multiplie tout par 2. Je retranche moins 1, je soustrais moins 1 partout.
Donc 2p-1 est bien plus petit que 1 en valeur absolue. Et donc la limite de 2p-1 puissance n, ou puissance n-1, peu importe, on va faire tendre le n vers l'infini de toute façon. Donc la limite de 2p-1 puissance n-1, c'est important de comprendre que peu importe, là, si j'avais n, ça serait pareil, si j'avais n-1, n-2, n-4, peu importe, ce qu'il y a ici, c'est une puissance, là c'est n-1, mais ce qu'il y a ici, c'est une puissance qui va tendre vers l'infini. Donc le 1, si vous voulez, n'a pas vraiment d'importance. Si c'était n-4 ou n plus 2, c'est pareil, hein. Ça aurait fait quand même 0. Donc, ça va nous donner que la limite de Pn, c'est donc 1,5. Voilà. Alors, dernier exercice, cette fois, il s'agit d'utiliser la formule de Bayes. Alors, pour ça, ce qui peut être compliqué quand on travaille sur les probabilités, c'est de traduire l'énoncé. C'est toujours une difficulté. Alors, ce que vous devez faire, c'est donner un nom aux choses. Donc, là, on vous parle de personne qui est testée, personne qui a un virus, personne qui n'a pas le virus. Bon, tout ça, il faut le traduire en termes d'événements. Il faut mettre un cadre. Il faut mettre un cadre à ce que l'on veut calculer et les données qu'on a. Vous voyez, là, on a des pourcentages un peu partout. 1%, 0,95, 0,5%. Tout ça, c'est des choses qu'il faut traduire comme étant les probabilités de certains événements. Et certains événements, il faut leur donner un nom. C'est tout de suite ce qu'on va faire. Je note. Notons V, c'est l'événement. La personne qui a été testée a le virus. Pourquoi je m'intéresse à cet événement? Parce que je vois que c'est un événement qui ressort dans cet énoncé et à un moment donné, il va falloir l'utiliser. Alors, parce que P de V, par exemple, P de V, ça va faire 0,005. Je traduis tout simplement l'énoncé. Et T, c'est le nom que je donne à l'événement suivant. La personne testée a un test positif. Alors, d'après l'énoncé, déjà, écrivons ce que l'on cherche. L'exercice nous demande de calculer la probabilité qu'une personne ait le virus. Donc, la probabilité qu'une personne ait le virus, donc a priori c'est P de V, mais il y a à la fin de la phrase qui dit « sachant qu'elle a un test positif ». Donc il faut calculer la probabilité de V, sachant que la personne a un test positif. Donc vous voyez, grâce aux événements qu'on a considérés, en vérité, on se rend compte que ce que l'on doit calculer, c'est une probabilité conditionnelle. Et les probabilités conditionnelles se calculent facilement grâce à la formule de Bayes. Alors, écrivons ce que l'on cherche. On cherche à calculer la probabilité de V sachant T. Écrivons tout de suite les probabilités qu'on connaît grâce à l'énoncé. Alors, on sait que la probabilité de V, c'est le fameux 0,5%, donc 0,005. On sait aussi que
Le 0,95, c'est quoi? C'est un test sanguin a une probabilité 0,95 de détecter un certain virus lorsque celui-ci est effectivement présent. Alors, en fait, c'est la probabilité que la personne testée a un test positif, sachant qu'elle a le virus. Donc, d'après l'énoncé, la probabilité de T sachant V, c'est 0,95. Et donc, alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il reste le 1%. Alors, il donne néanmoins un faux résultat positif pour 1% des non-infectés. Donc ça se traduit par le fait de dire que la probabilité que la personne testée a un test positif, sachant qu'elle n'a pas le virus, c'est 1%. Donc, j'écris la probabilité que la personne testée a un test positif, donc P de T, mais sachant que elle n'a pas le virus, V bar, l'énoncé nous dit que c'est 1%, donc 0,01. À partir de là, je peux y aller, je peux utiliser la formule de Bayes. D'après la formule de Bayes, qu'est-ce qu'on a? Dans tout ce que j'écris, c'est vrai que c'est peut-être différent de ce que j'écris en cours, je ne sais plus qu'est-ce que j'avais l'habitude d'écrire, mais tout est équivalent. Lorsque j'écris P de A sachant B, c'est une notation qui veut désigner la même chose que, toujours pareil, la probabilité conditionnelle, hein, c'est pareil, c'est juste que c'est deux notations différentes. Okay, donc vous utilisez celle que vous voulez. Il n'y a pas de préférence à avoir, c'est deux notations qui veulent dire la même chose. Alors qu'est-ce qu'on a? On a P. Donc là je vais utiliser, on va garder la même quand même. P de V sachant T. Ça nous fait, par définition, là j'utilise la définition de la probabilité conditionnelle. C'est T inter V divisé par P de T. Les événements T et V, alors les événements T et V, ils sont indépendants. Je peux donc casser cette probabilité de l'intersection comme un produit des probabilités, produit des P de T fois P de V. Et c'est là que je vais utiliser la formule de Bayes. En fait, la formule de Bayes, ça consiste en vérité à utiliser la formule des probabilités totales, tout simplement. La formule des probabilités totales, je vais l'appliquer au dénominateur. Je vais l'appliquer au dénominateur en utilisant le fait que V bar, c'est un système complet d'événements. C'est ça en fait la formule de Bayes. C'est tout simplement une réutilisation de la formule des probabilités totales dans le cadre de la définition de la probabilité conditionnelle. Alors je l'écris. Ça fait quoi? Ça fait P de T sachant V fois P de V plus P de T sachant V bar fois P de V bar. Et je connais tout ce que j'ai écrit, je le connais. Donc ça fait 0,95. P de V c'était 0,05. Alors, ensuite là j'ai 0,95. P de T sachant V bar c'est 0,01. Et l'autre, P de V bar, P de V bar, c'est 1 moins P de V. La probabilité du complémentaire, c'est 1 moins la probabilité de l'événement de départ. Donc 0,05.
995. J'avais trouvé 0,323. Voilà. Donc c'est une application de la formule de Bayes, qui n'est pas très compliquée. Donc la grande difficulté, c'est traduire l'énoncé. Il faut à tout prix traduire l'énoncé. C'est à vous de proposer des événements qui vont nous aider à traduire cet énoncé. Le traduire, ça veut dire qu'est-ce qu'on essaie de me faire calculer. En fait, on essaie de me faire calculer une certaine probabilité conditionnelle. Il y a V et T, ça apparaît naturellement, il faut considérer ces événements. Et là, à partir de là, vous utilisez la définition des probabilités conditionnelles et vous regardez les informations que vous avez dans l'énoncé. Et les informations, on en avait 3. Et parmi les 3, il y a des informations sur les probabilités conditionnelles avec V et V bar. Ça doit vous faire penser à la formule de Bayes. Et à partir de là, vous n'avez plus qu'à l'écrire, le calculer, puis c'est terminé. Voilà, on va s'arrêter là. J'efface ça. On va s'arrêter là.